Et là, alors bonjour à tous. Heu, je pense qu'on va bientôt démarrer. Vous m'entendez tous bien? Ça va? Vous me voyez tous bien? Si vous pouvez juste me mettre un petit oui dans le chat et après, hop, on commence. Bon, c'est parfait, merci beaucoup pour tous les oui, c'est parfait. Bon, je vous propose, qu'on commence. Il y a presque tout le monde qui est arrivé, donc c'est top. Donc, bonjour à tous en tout cas et bienvenue dans le webinaire Prévenir les risques psychosociaux et diminuer le stress en entreprise. Alors, c'est vrai que les risques psychosociaux, c'est un grand mot. On en entend beaucoup parler en ce moment, mais on ne sait pas toujours qu'est-ce qui retourne, qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot. Alors, moi, mon but, en fait, c'est qu'à la fin de ce webinaire, vous pouvez ressortir de là en pouvant l'expliquer à un ami ou à un collègue et que vous ayez les outils en main pour savoir, en fait, de quelle façon vous pouvez agir sur les risques psychosociaux. Mais avant ça, je voulais vous faire une petite présentation du groupe Perrier. Alors, on y va tout de suite. Donc, nous, le groupe Conseil Perrier, en fait, nous sommes une firme spécialisée dans la prévention, donc en santé et en sécurité au travail. Et nous avons des conseillers à travers le monde qui vous supportent, en fait, dans vos différents projets de prévention, que ce soit via des diagnostics ou encore de la formation ou du coaching en leadership. Et là, on a fait le choix en fait d'intégrer la prévention des risques psychosociaux à la culture d'entreprise et au leadership en fait, c'est ça, des personnes et nous sommes maintenant prêts en fait à vous supporter, pleinement, en ce sens. Et me concernant, je suis Camille, je suis, spécialiste des risques psychosociaux et mon métier, comme ceux, des autres consultants, du groupe Perrier, c'est de rendre votre métier à vous plus sûr. Je viens de voir un petit message là par contre dans le chat que quelqu'un entend pas. Est-ce que vous m'entendez tous ou en fait il y a beaucoup de personnes qui m'entendent pas? OK. Ah OK, bon super. Alors, je pense Stéphanie, qu'il y a juste toi peut-être de remettre, le son mais bon au moins pour tout le monde ça va donc je continue alors ça va et au cas où, regarde en bas pour que vous puissiez en tout cas remonter le son. Merci de m'avoir répondu. Allez, on continue. Hop. Alors, je vais commencer par vous présenter un petit avant-goût de ce qu'on va voir ensemble pendant ces 50 minutes. Alors, la première partie, en fait, va me permettre de vous expliquer ce que sont les risques psychosociaux concrètement pour que vous puissiez vous approprier le bon vocabulaire. C'est un peu dans cette partie, en fait, que vous allez pouvoir expliquer à votre ami ou à votre collègue ce que sont réellement les risques psychosociaux. La deuxième partie, je vais vous amener avec moi à la recherche des facteurs de risque. Ensuite, dans la troisième partie, on va voir ensemble comment agir sur ces facteurs de risque afin de créer un environnement de travail sain et sécuritaire pour tous. Et enfin, la dernière partie, ça sera notre moment de partage. Vous allez pouvoir me poser toutes vos questions. Alors, vous avez remarqué, vos micros sont coupés. Oui, c'est ça, vos micros sont bien coupés. Mais à la fin, vous allez pouvoir parler. Je vais libérer la parole. Donc, n'hésitez pas non plus si vous avez des questions qui, là, vous viennent en tête. Vous avez un petit chat, là. J'ai vu, il y a certains qui ont déjà commencé à écrire. Donc, je regarderai à la fin vos commentaires, vos questions. Et puis, comme ça, je vais pouvoir y répondre, en tout cas. Par contre, même si vous ne pouvez pas parler, vous allez pouvoir participer avec moi à ce webinaire parce qu'il va y avoir des petites questions et comme ça, on va pouvoir interagir tous ensemble sur ce webinaire. Donc voilà pour la présentation et je vous propose qu'on y aille tout de suite. Alors, les risques psychosociaux, c'est quoi exactement? Donc, les risques psychosociaux, ce sont des situations de travail, en fait, où sont combinés, ou non combinés d'ailleurs, du stress. Donc, le stress, qu'est-ce que c'est? C'est un déséquilibre, en fait, entre la perception que vous avez de vos contraintes, en fait, enfin, des contraintes plutôt qu'impose votre environnement et la perception de vos propres ressources pour pouvoir y faire face. Pardon. En plus de ça, qu'est-ce qu'il peut avoir aussi dans l'environnement de travail? Ce sont des violences internes. Donc, les violences internes, qu'est-ce que c'est? C'est le harcèlement moral ou sexuel, le conflit entre des personnes ou des services. Et en plus de ça, qu'est-ce qu'il peut avoir? Des violences externes. Donc là, dans les violences externes, on va avoir l'incivilité, les agressions de la part des usagers ou du public,
Et en fait, ce sont toutes ces agressions-là que vos salariés en fait, peuvent subir, mais qui surviennent à l'extérieur de l'entreprise. Et toutes ces situations de travail, elles comportent des risques. Des risques pour la santé mentale, physique et sociale, qui sont engendrés en fait par des facteurs de risque, donc qui vont être par exemple, comme on voit là, donc les conditions d'emploi, donc ça va être les horaires, l'environnement de travail, les facteurs organisationnels, donc là on va avoir la quantité de travail, la multiplication des tâches, etc. Et aussi relationnel, donc ça peut être le manque de reconnaissance, le manque de soutien social, l'agressivité des clients. Et tout ça, en fait, c'est susceptible d'interagir avec le fonctionnement mental. Alors, qu'est-ce qui nous dit concrètement cette définition? C'est que ce sont des risques qui sont liés à l'organisation du travail et qui impactent notre santé. Autre chose aussi auquel là je pense, c'est qu'il faut faire attention aux mots risques psychosociaux, car il y a certaines personnes des fois qui ont l'impression que ce sont des problèmes psychologiques, alors que pas du tout, hein. Ce sont vraiment des problèmes d'organisation au travail. Ce qui fait qu'on les appelle psychosociaux, en fait, c'est parce qu'il y a une interaction entre l'individu et sa situation de travail, le social. Alors, pour comprendre comment fonctionnent les risques psychosociaux, je vous ai fait un petit schéma. Donc là, nous avons l'activité, la situation de travail. Et dans cette case, en fait, on va retrouver votre métier, votre fonction. Donc, je vous ai mis un petit exemple. Là, je vais vous présenter Nicolas. Donc, Nicolas, il est manager et Nicolas, il est stressé en ce moment. Alors, ça ne se voit pas beaucoup hein, là, mais je vous assure, il est stressé, là, Nicolas, en ce moment. Et en plus de ça, il vit quelques conflits avec ses collègues. Et s'il vit tout ça, c'est parce qu'il y a des facteurs de risque dans son entreprise. Et ces facteurs de risque, ça pourrait être un manque de reconnaissance des efforts accomplis. Ça peut aussi être des absences à répétition ou un manque de personnel d'ailleurs aussi hein, qui va augmenter la charge de travail de Nicolas et du coup son stress. Et donc là, on a des causes, hein, comme on le sait, ces causes-là, elles engendrent des effets et des conséquences pour la santé de Nicolas. Ces conséquences pour lui, ça pourrait être l'épuisement professionnel, ça peut être de la dépression, et si ça continue, ça peut aller encore plus loin et ça peut aller jusqu'au suicide. Mais ça n'a pas que des conséquences hein, pour Nicolas ou pour vos salariés. Ça a aussi des conséquences pour l'entreprise ou son image d'ailleurs qui pourrait être atteinte, où il y aura aussi une augmentation du taux de turnover, du roulement du personnel. Donc, il y a tout ça et sans vous parler non plus de tous les coûts cachés. Donc, on décrit en fait les risques par ses effets, hein, comme on a vu, et non par ses causes ou encore par ses atteintes à la santé. Alors maintenant, je vais vous faire un peu réfléchir. Je vous avais dit, hein, j'allais avoir des questions pour vous. Donc là, ce qui va se passer, c'est que si vous allez voir, vous allez avoir un petit sondage qui va s'afficher. Hop, je vais ouvrir le vote et je vais vous demander, d'après vous, quelle est la maladie la plus coûteuse pour la France et pour le Canada? Et vous avez tous 7 secondes pour y répondre. Hop, encore, allez, 3 secondes. 2, je vais encore attendre, je vois encore qu'il y a quelques personnes qui n'ont pas répondu. Hop, on va encore attendre et on va allez, j'arrête les votes, je mets fin au vote et je vais vous partager les résultats. Comme ça, vous allez pouvoir aussi les voir avec moi. Donc, en grande majorité, vous avez répondu que ce sont les problèmes de santé mentaux. Et vous avez complètement raison. C'est exactement ça. Alors, attendez, je vais remettre le sondage par ici. Donc, c'est ça. Les maladies la plus coûteuses pour la France et le Canada, ce sont bien les problèmes de santé mentaux. Je veux juste faire une petite parenthèse hein, sur les problèmes de santé mentale, hein, parce que contrairement à ce que peuvent penser certains, ce n'est pas forcément de la schizophrénie. Dans les problèmes liés à la santé mentale, on peut aussi avoir les troubles anxieux, on peut aussi avoir la dépression, et ce sont d'ailleurs les problèmes de santé mentale les plus répandus dans le milieu de travail. Contrairement à certains préjugés d'ailleurs, liées à la santé mentale, la majorité des personnes qui ont un trouble de santé mentale fonctionnent très bien dans plusieurs sphères de leur vie. Par contre, tout le monde peut être touché par un problème de santé mentale.
Alors, selon Statistique Canada, hein, une personne sur 5 souffrira un jour d'une maladie mentale. Donc là, on est dans ce webinaire à peu près une cinquantaine, hein, donc ça veut dire que sur nous tous, on serait une bonne dizaine, 10 en fait, qui seraient touchés. Alors, vous en faites pas, hein, je ne suis pas là pour vous déprimer, c'est pas du tout le but de ce webinaire. Mon but, en fait, c'est de vous faire passer un message et pour vous dire que la prévention, bah, elle peut réellement changer la donne. Hop. Alors, je vous propose qu'on aille un peu plus loin maintenant sur la santé mentale, puisqu'on sait ce que sont les risques psychosociaux. Et donc, on va voir, bah, ça va être quoi cet impact sur notre santé physique, mais aussi mentale. Et justement, en vous parlant de la santé mentale, je vous ai mis la définition de l'OMS, donc qui est l'Organisme mondial de la santé. Et je vais me permettre alors de vous lire ce que nous dit l'OMS sur la santé mentale. Donc l'OMS nous dit que la santé mentale, c'est un état de bien-être dans lequel une personne peut se réaliser, surmonter les tensions normales de la vie, accomplir un travail productif et contribuer à la vie de sa communauté. Alors, je vous ai donné la définition hein, parce que souvent, on confond santé mentale et maladie mentale et qu'on commence maintenant à appeler d'ailleurs, à la place de maladie mentale, on commence à appeler troubles mentaux parce que le mot maladie mentale est devenu un peu trop stigmatisé en fait. Les troubles mentaux, donc, c'est quand l'individu est dans l'incapacité de s'adapter en fait aux situations difficiles, voire douloureuses et de maintenir son équilibre physique, psychique. Physique, non, psychique. En tout cas, il faut savoir que la santé mentale a des répercussions sur nous tous, hein, tout comme pour la santé physique. Du coup, on doit prendre en considération notre santé mentale. Parce que la santé mentale, elle constitue, comme vous le voyez en fait sur le schéma, elle constitue un spectre. Donc la santé mentale, c'est pas forcément un état stable, hein, c'est un état dynamique. Donc on peut passer pendant tout au long de notre vie d'ailleurs, d'un état de bien-être à un état de détresse psychologique, par exemple et retourner après à un état de bien-être. Ce qu'il faut retenir, en fait, c'est que la majorité des problèmes de santé psychologique au travail sont transitoires. Et donc, on peut en guérir. C'est quand même une bonne nouvelle. Et nous, notre rôle à nous, par exemple, hein, au groupe Perrier, c'est d'intervenir en prévention, donc avant qu'apparaissent des troubles mentaux. Et quand on parle de troubles mentaux, hein, on parle bien, comme je disais tout à l'heure, hein, de maladies qui doivent être traitées et qui entraînent habituellement un arrêt de travail. Donc, c'est en identifiant les principaux facteurs de risque que vous allez pouvoir cibler en fait les actions prioritaires et prévenir la détresse psychologique en milieu de travail et ainsi améliorer en tout cas la santé des employés. Je vous propose maintenant qu'on aille encore un peu plus loin sur la santé mentale pour que vous puissiez vraiment comprendre, OK, ça va être quoi les impacts réellement sur ma santé. Donc, il faut savoir déjà que les atteintes à la santé dépendent de la durée et de l'intensité d'exposition aux risques psychosociaux. Donc, ce qui veut dire que la première phase que vous allez avoir, hein, que vous allez par exemple ressentir, ça va être de la fatigue, de l'insomnie, ça peut être aussi des changements de comportement. Donc, il y a des personnes qui vont plus avoir tendance à s'isoler ou peut-être d'autres à être plus agressifs ou consommer un peu plus d'alcool. Mais en tout cas, dans la majorité des cas, les personnes en détresse psychologique vont pas forcément présenter des maladies psychiatriques par la suite et n'en présenteront d'ailleurs jamais. Par contre, ça il faut le retenir, hein, si c'est mal repéré ou mal accompagné, la détresse psychologique peut faire basculer la personne dans une maladie ou multiplier en tout cas les difficultés sociales. Dans un second temps, si l'exposition est encore persistée, hein, là, on va augmenter. Ce qui va apparaître, ça va être des pathologies qu'on appelle des pathologies réversibles. Donc là, on va avoir euh, de, la, euh, des, de la dépression, du burn-out, de l'anxiété. Donc, ça va être tout ça qui peut apparaître dans cette deuxième phase. En fait, plein de problèmes de santé qui vont entraîner des consultations médicales. Et enfin, là, s'il n'y a toujours rien qui a été fait pour réduire l'exposition aux risques psychosociaux, toutes ces pathologies vont se compliquer en fait et entraîner des atteintes à la santé, cette fois qu'on va appeler irréversibles, et qui va faire qu'on va être dans une incapacité de travailler permanente ou il peut aussi avoir une mortalité prématurée. Autre chose qu'il faut savoir, c'est que tous les individus ne vont pas réagir de la même façon par rapport à l'exposition aux risques psychosociaux. La manifestation, elle peut vraiment être différente et plus ou moins virulente en fait, suivant les individus. Cela peut s'expliquer par exemple
par le fait que certaines personnes peuvent se replier sur elles-mêmes, tandis que d'autres, elles auront tendance aussi à exprimer leur mal-être, ou des entreprises dans lesquelles, ok, c'est autorisé à pouvoir exprimer ce qu'on ressent, alors que d'autres, c'est moins autorisé. Donc, du coup, on ne va pas voir, on va pas pouvoir détecter forcément ces personnes qui sont en mal-être. En tout cas, ce qui est important de retenir, c'est que les risques psychosociaux vont entraîner tout un lot de pathologies dont les complications, elles peuvent être très sérieuses, alors qu'en réduisant les facteurs de risque, il est possible d'en réduire les impacts. D'ailleurs, en parlant de facteurs de risque, je vous propose qu'on aille les voir maintenant. Donc, je vais vous présenter 6 facteurs de risque. Ces 6 facteurs de risque que je vais vous présenter, ils ont été validés par un collège d'expertise sur le suivi des risques psychosociaux au travail, qui a été piloté par Michel Golac, donc qui est statisticien et sociologue du travail. Et pour vous raconter très très vite la petite histoire, en fait, le ministère du Travail, donc en France, qui était Xavier Bertrand, avait demandé un rapport sur la façon d'identifier, de quantifier et de suivre les risques psychosociaux. Et de ce rapport est sorti 6 facteurs de risque, donc qui sont l'intensité et le temps de travail, l'autonomie insuffisante, les conflits de valeurs, l'exigence émotionnelle, les rapports sociaux de mauvaise qualité et l'insécurité dans la situation de travail. Alors, vous en faites pas, je ne vais pas vous laisser là comme ça avec les 6 facteurs, je vais tous vous les présenter. Et je vous propose qu'on commence maintenant avec l'intensité au travail, ce que moi j'ai appelé le ça déborde. Alors, ce facteur de risque, en fait, il apparaît lorsqu'il y a une quantité de travail vraiment importante, ou sinon qu'il peut avoir aussi des objectifs irréalistes ou flous, des contraintes de rythme de travail, des instructions qui vous sont données mais qui sont complètement contradictoires, un mauvais équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. C'est aussi le fait de devoir toujours se dépêcher ou de devoir abandonner une tâche pour une autre. Et il faut savoir en fait qu'une intensité excessive au travail, c'est aussi un risque pour la sécurité. Par exemple, on peut parfois le voir dans certaines entreprises du bâtiment, par exemple, où les ouvriers, ils vont parfois sacrifier en fait le temps pour mettre leur protection, où ils vont sacrifier les normes de sécurité pour pouvoir respecter les délais et le planning. Et ça a vraiment de grosses conséquences. Juste la précipitation pour tenter de réaliser la tâche dans un temps estimé trop court, ça risque de provoquer des erreurs, des oublis ou des raccourcis en fait trop rapides dans la prise de décision. Autre facteur de risque maintenant, les exigences émotionnelles que moi j'ai appelées façonner ses émotions. Alors, les exigences émotionnelles font référence, en fait, d'ailleurs, c'est ça, au fait de devoir façonner ses émotions. C'est quand on se sent obligé de cacher ses émotions. Alors, les personnes qui vont être le plus exposées à ce facteur sont majoritairement celles qui travaillent en relation avec le public. Donc, ça concerne essentiellement les métiers de service où on va exiger, par exemple, le sourire tout le temps, la bonne humeur constante, mais aussi les métiers là où on est en contact avec la souffrance, avec la détresse humaine et qu'on doit afficher une face comme si que tout allait bien. Mais ce facteur de risque peut aussi être présent en fait dans d'autres entreprises où il faut constamment afficher aussi une attitude positive ou encore dans celles où on ne peut pas du tout afficher ses émotions. Certaines entreprises, en fait, elles ont tendance à dire vous savez quoi, les émotions, ça reste au vestiaire, et quand on est au travail, on ne parle pas du tout de ces émotions. Alors qu'en réalité, ça je vous l'assure, c'est impossible à faire. On n'a pas de bouton reset quelque part sur le visage ou ailleurs d'ailleurs quand on arrive au travail. Et en tant que manager et chef d'entreprise, n'hésitez pas en fait à donner la parole aux émotions, à exprimer ses difficultés. Parce que quand on est dans un environnement de travail qui véhicule le fait qu'on ne peut pas trop exprimer ses difficultés, qu'il faut être tout le temps enthousiaste ou dans le contrôle de soi, là le problème c'est que toutes ces émotions, donc la tristesse, la frustration, la colère qu'on va ressentir à un moment donné, car c'est sûr, vous allez les ressentir, et vous ne vous sentirez pas autorisé à les exprimer et vous allez vous les garder pour vous. Et le fait de les garder pour vous, on va naître en tout cas une dissonance émotionnelle. Ça veut dire qu'on va montrer une image de soi qui ne correspond pas à ce qu'on ressent. Alors, au départ, ça va, mais plus cette exigence émotionnelle persiste et plus il y aura une souffrance puisqu'on est dans un effort constant en fait, de renvoyer une image de soi qui ne correspond pas à ce qu'on ressent.
Alors attention, je dis pas qu'il faut supprimer les métiers liés au public pour que les personnes restent en bonne santé, hein, pas du tout, hein. Ou je dis pas non plus que, bah, tiens, on doit, enlever, le public ou les clients et non, c'est pas du tout ce que je dis là. Ce que je veux vous faire passer comme message, c'est que vous puissiez vous dire: «OK, je sais que mon personnel travaille en relation avec le public, je sais que c'est un facteur de risque. Comment est-ce que je peux faire pour diminuer ce facteur de risque? Parce que, bah, je peux pas l'éliminer». Alors voilà pour celui-là. Maintenant, je vais vous présenter l'autonomie insuffisante, ce que moi j'ai appelé la réduction de ma liberté. Alors pourquoi j'ai appelé comme ça? C'est parce qu'on a une faible attitude en fait en matière de prise de décision et d'initiative. Ce besoin d'autonomie, c'est sûr, hein, il peut varier selon les individus, hein, mais dans tous les cas, une autonomie insuffisante, hein, elle doit vraiment être considérée comme un facteur de risque. Un manque d'autonomie, c'est quoi? Ça peut être un manque d'autonomie dans la tâche, ça peut être l'impossibilité d'anticiper, ça peut être aussi le fait que on n'utilise pas complètement toutes vos compétences, etc. En gros, il faut savoir hein, qu'avoir la possibilité de prendre des décisions concernant son travail, par exemple avoir une marge de manœuvre dans le choix des méthodes de travail, être impliqué lors des changements organisationnels, etc. Et ben, pouvoir faire ça, en fait, ça va, comment dire, ça va influencer positivement l'autonomie en milieu de travail. Et une faible autonomie décisionnelle constitue un facteur de risque pour la santé. Ce qui est aussi intéressant d'ailleurs, c'est que le risque d'éprouver de la détresse psychologique et de développer des problèmes de santé va augmenter lorsque cette faible autonomie est combinée à une charge de travail élevée. Et là, on peut se poser la question, hein, quelle marge de manœuvre possèdent mes travailleurs? Et pour agir sur ce facteur, vous pouvez par exemple encourager la prise d'initiative, le développement des compétences, donner la possibilité aux salariés de contrôler leur rythme de travail, les faire participer aux prises de décision qui les concernent, etc. Ensuite, je vais vous présenter les rapports sociaux de mauvaise qualité, ce que moi j'ai appelé attention conflit. Alors, cette dimension, elle concerne les relations conflictuelles avec les collègues ou avec la hiérarchie. La hiérarchie, ça peut être aussi le harcèlement moral, l'impossibilité de coopération, l'existence de conflits qui n'ont jamais été gérés. Ça peut aussi être les guerres de pouvoir, hein. Vous savez, par exemple, quand les rôles de chacun, ils n'ont pas été clarifiés dans l'entreprise, ben, boum, là, il peut apparaître une guerre de pouvoir car il n'y a aucune, ou peu en tout cas, enfin, où il y a eu peu de clarification au préalable. Ça peut être aussi une concurrence excessive ou un manque d'entraide. Alors là, pour vous donner quelques idées pour atténuer les impacts sur la santé psychologique et physique des travailleurs, dans des cas de conflit, en fait, le soutien de la hiérarchie est vraiment important. N'hésitez pas à encourager l'empathie et la bienveillance hein, au sein des équipes de travail. Ça, qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre aussi? Vous pouvez aussi laisser les équipes en fait pouvoir s'exprimer, s'entraider, les faire réfléchir en fait sur des solutions par rapport aux défis qu'ils rencontrent et pour qu'ils puissent les développer, enfin développer en tout cas des solutions ensemble. Ensuite, on a l'avant-dernier risque en fait qui sont les conflits de valeurs, ce que moi j'ai appelé faire ce que l'on désapprouve. Alors, les conflits de valeurs, ça renvoie entre ce qui est exigé au travail et vos propres valeurs personnelles et professionnelles. Et de là, peut naître un conflit éthique. Donc, par exemple, faire un travail que l'on juge inutile, ça peut être aussi vendre un crédit à des personnes qui ont des très faibles revenus. Ça peut être faire la promotion d'une méthode que l'on sait inefficace, etc. Et après, en fait, qu'est-ce que je pourrais vous donner aussi comme exemple? Ça peut être aussi se retrouver avec des personnes hein, qui vont avoir une image de leur métier qui va être complètement désaltérée. Alors là, peut-être que certains d'entre vous sont en train de se dire: «Non mais Camille, ce que tu me dis là, c'est très individuel, hein, qu'est-ce que ça peut avoir avec l'organisation, tout ça?» Et pour vous répondre, je vais vous l'expliquer par un exemple. Imaginez un gestionnaire et son équipe qui accordent beaucoup d'importance à la qualité des services aux clients, mais là, l'entreprise a fait des coupures budgétaires. Alors avant, ils pouvaient remplacer les absents les postes temporairement vacants, en tout cas en embauchant des intérimaires, par exemple. Maintenant, ils peuvent plus.
Mais par contre, on leur demande quand même, hein, on leur impose les mêmes objectifs de rendement qu'avant. C'est-à-dire qu'ils vont devoir servir le même nombre de clients qu'avant la coupure budgétaire. Alors là, il y a un choix qui s'impose en fait. Est-ce qu'ils doivent travailler plus rapidement en diminuant la qualité du service, hein, alors que je vous rappelle, pour eux, c'était super important. Mais de cette façon, ils vont quand même pouvoir atteindre les chiffres de rendement exigés. Ou sinon, est-ce qu'ils doivent laisser s'accumuler des retards afin de bien servir les clients tout en subissant les conséquences de ne pas avoir les objectifs atteints. Donc, il faut savoir en tout cas que les conflits de valeurs peuvent être une source d'anxiété, de frustration, de colère, de culpabilité aussi, et particulièrement lorsque le malaise il n'est pas exprimé ou que la personne va demeurer en tout cas préoccupée par rapport à la justice de ses actes. Et enfin, là, notre dernier facteur, hein, je pense que c'est un facteur d'ailleurs que beaucoup de personnes ont connu pendant la période du Covid, c'est l'insécurité dans la situation de travail, ce que j'ai appelé la situation instable, parce que c'est lié à l'insécurité dans l'emploi. Alors, cette dernière dimension, elle traite vraiment de la capacité pour le personnel à se projeter dans le futur. Donc, ça peut être l'insécurité socio-économique, hein, donc la peur de perdre son emploi. Ça peut être le non-maintien du niveau de salaire, des contrats de travail qui sont précaires. Ça peut être aussi lié aux conditions de travail, hein. Vous savez, par exemple, quand une entreprise se fait racheter et qu'il n'y a pas de communication, donc on ne sait pas, ok, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce que je vais faire, est-ce que mes tâches elles vont changer, est-ce que je vais garder mon travail ou pas. Donc, c'est tous ces exemples-là, en fait. Donc voilà, pour l'insécurité dans le milieu de travail, donc qui était notre dernier facteur. Il faut savoir en tout cas que chacun de ces facteurs, combinés ou non d'ailleurs, vont favoriser l'émergence des risques psychosociaux. Et là, maintenant, la question, c'est, OK, on a ces 6 facteurs de risque, mais comment est-ce qu'on peut faire pour agir sur ces facteurs de risque? Eh ben, je vous propose qu'on y aille maintenant. Et j'ai une petite question pour vous. Alors, je vais remettre le sondage avec ma deuxième question. Hop. Ah, alors, comment? Hop, voilà, sondage. Je vais ouvrir le vote et je vais vous laisser tout y répondre. Alors, d'après vous, comment est-ce qu'on agit efficacement sur les facteurs de risque? Est-ce que c'est en impliquant que les managers et les dirigeants? Est-ce que vous vous dites, pas besoin d'agir, je n'ai pas de facteur dans mon entreprise? Est-ce que vous vous dites, hey, je vais appliquer la recette que Camille va me donner après cette question? Ou est-ce que vous vous dites, aucune de ces réponses? Allez, je vous laisse encore 7 secondes pour y répondre. Voilà. Encore 4 secondes. Vous inquiétez pas, hein, tous les votes sont anonymes, donc il n'y a pas de jugement. Enfin voilà, vous pouvez voter tranquillement, vous inquiétez pas. Il y a vraiment pas de souci. Allez, 3, 2, 1, et je vais mettre fin au vote et je vais vous partager les votes. Alors hop, partager les résultats, et je les ai pas encore vus, donc je vais les regarder avec vous. Oh, vous êtes gentil. Vous avez mis en majorité. Camille va me donner une recette, ok. Alors, j'ai presque tout qui a été rempli. Bon, alors, ce que je vais vous proposer, ce qu'on va faire là, c'est que je vais passer en fait à travers de chacune des réponses et vous dire pourquoi c'est une bonne réponse ou pourquoi c'est une mauvaise réponse. Alors, le premier, c'était impliquer que les managers et les dirigeants. Si vous faites ça, pourcentage de ratage, 98%. À moins d'un miracle, et encore, je suis gentille, hein. C'était un piège, je vous ai mis un piège parce que bien sûr, il faut impliquer les managers et les dirigeants, mais pas que les managers et les dirigeants, il faut aussi impliquer aussi les salariés en fait. Parce que par leur expérience en fait, ils sont ceux qui connaissent le mieux leur travail, les conditions dans lesquelles ils l'exercent et les risques que leur travail engendre aussi. Donc, et puis vous avez aussi des ressources extérieures qui peuvent aussi vous aider. Donc oui, il faut, pour pouvoir agir sur les risques psychosociaux, impliquer les managers et les dirigeants, c'est très important, mais pas que les managers et les dirigeants. La deuxième, alors là, on a eu personne, donc c'est déjà bien. Donc oui, c'est ça, c'était une mauvaise réponse, hein. Mais je vais quand même un peu réagir sur celle-là. Donc pas pour ceux qui pourraient quand même penser ou peut-être qui n'ont pas osé le mettre, pas besoin d'agir, je n'ai pas de facteur de risque dans mon entreprise.
Même si vous pensez qu'il n'y a pas de facteur de risque dans votre entreprise, je vous conseille quand même de faire de la prévention. Non seulement parce que c'est obligatoire et encore plus en France où vous avez l'obligation d'évaluer l'ensemble des risques auxquels sont soumis les salariés et ça vaut aussi pour les risques psychosociaux. Et que réfléchir à la prévention des risques psychosociaux, c'est vraiment l'occasion de regarder son organisation en face en fait. Et puis tous les milieux de travail sont susceptibles de devoir gérer ces risques, que vous soyez dans le milieu industriel, manufacturier ou d'autres secteurs, en fait, il faut travailler en amont afin d'éviter de réagir aux problèmes. Et travailler en amont, qu'est-ce que ça va vous apporter? Ça va vous permettre de connaître l'ampleur des problèmes et des facteurs de risque présents dans l'organisation, mais aussi d'avoir une vue d'ensemble, en fait, une photographie de l'organisation. Et c'est crucial pour choisir la meilleure orientation à prendre, en tout cas en prévention. Donc, en grande majorité, vous avez, vous avez répondu, appliquer la recette que Camille va me donner après cette question. Ça me fait beaucoup rire, j'aimerais tellement. Alors non, déjà, ce n'est pas une bonne réponse. J'aurais réellement et j'aurais tellement aimé vous donner une recette à appliquer juste après cette question-là. Et comme ça, hop, plus de facteurs de risque. Mais non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que vous avez tous des organisations qui sont complètement différentes. Donc, il n'y a pas juste une recette, hop, à appliquer et qui serait en fait la même pour tout le monde. Ça, c'est vraiment pas possible. Non. Donc, par contre, ce que j'ai, si on est amené, par exemple, un jour à travailler ensemble, ce sont des méthodes pour évaluer les risques psychosociaux, pour comprendre réellement ce qui se passe dans votre entreprise, comprendre votre culture d'entreprise aussi, pour pouvoir agir efficacement sur vos facteurs de risque. Et là, on arrive à ce qui était la bonne réponse, qui était aucune de ces réponses. Et parce que, en fait, c'est le fait de rassembler des informations, des indicateurs, de les partager en fait entre les différents acteurs de l'entreprise, d'échanger, qui permettra de juger de la situation et des actions à mener. Je vous propose d'ailleurs qu'on aille encore plus loin sur le comment agir. Alors, hop, on va y aller plus loin. Ok. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, on peut agir efficacement en allant chercher de l'information, des indicateurs. Et là, on est dans la prévention primaire. Donc, on va aller combattre en fait le risque à la source. Mais il existe aussi la prévention secondaire où là, on va aller outiller des individus pour gérer les effets des risques psychosociaux. Et enfin, on a aussi la prévention tertiaire qui, d'après moi en tout cas, porte à tort son nom puisqu'elle consiste en une action de réparation. Elle prend en charge en fait les individus fragilisés, victimes des risques psychosociaux, etc. Moi, dans les organisations, ce que je vois souvent, excusez-moi, je ne vous ai pas mis le tertiaire, voilà, c'est que ce sont la prévention primaire, pas primaire, excusez-moi, la prévention secondaire et tertiaire qui sont souvent présents. Par contre, c'est réellement la prévention primaire qui est plus efficace, en tout cas sur le long terme. Alors, je vous propose qu'on aille un peu plus en profondeur pour vous montrer, excusez-moi, voilà, c'est ça, pour vous montrer concrètement ce qu'on peut faire sur ces 3 types de prévention. Alors, en prévention primaire, c'est ici qu'on veut agir pour que ce soit le plus efficace, comme je vous le disais tout à l'heure. Alors, pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va lancer la démarche. C'est donc la phase de cadrage en fait, où vous allez constituer le groupe de travail. La préparation, c'est l'étape la plus importante. C'est là où vous allez établir les fondations de toute la démarche. Ensuite, vous allez établir un diagnostic. On va donc chercher en fait tous les indicateurs liés au fonctionnement de l'entreprise, les données liées à la santé par exemple, etc. Et on ne va pas juste regarder les chiffres, on va aussi aller sur le terrain, on va aller à la rencontre des gens, on va aller réaliser des interviews, comprendre en fait leur quotidien. Alors juste attention, quand vous allez lancer un diagnostic, vous allez mobiliser des personnes, donc vous allez révéler des problèmes et donc vous allez générer aussi des attentes. Et le fait de ne pas engager de plan d'action après un diagnostic, ça peut aussi engendrer beaucoup de frustration et peut-être un peu plus de problèmes après. Donc, une fois qu'on a fait le diagnostic, surtout, on communique aussi, c'est vraiment important. Ensuite, vous allez aussi analyser les données. Il faudra proposer des pistes d'action. Et parce que c'est impossible de tout changer d'un coup, ça sera vraiment important de bien définir des cibles d'action prioritaires.
pouvez par exemple vous poser la question, OK, quelles sont les actions qui pourraient être entreprises pour atteindre les résultats souhaités? Est-ce que l'action, elle est réaliste? Est-ce qu'elle va vraiment contribuer à modifier la situation? Est-ce que les travailleurs sont favorables à cette solution? Mais surtout, est-ce qu'ils vont faire le lien avec le problème qui a été rencontré, relevé en tout cas? De cette réflexion sur les facteurs de risque majeurs dans votre organisation, en fait, va se dégager certaines cibles d'action prioritaires. Alors là, je vous ai mis quelques exemples de ce qui pourrait sortir. Donc, ça pourrait être communiquer sur les changements, bannir toute forme de violence, clarifier les rôles et les responsabilités de chacun. Ensuite, il vous faudra mettre en œuvre les plans d'action et surtout faire un suivi. Et comme ça va vous permettre en fait de mesurer l'efficacité de l'intervention. Condition de réussite de la prévention primaire, être patient. Oui, être patient parce que avant de voir les effets positifs, que ce soit sur la santé ou sur les coûts, ça prend du temps parce que la prévention primaire, elle se fait sur la durée et elle est donc vraiment efficace sur le long terme. Ensuite, nous avons donc, après la prévention primaire, la prévention secondaire. Parce qu'en plus de la prévention primaire, en fait, la prévention secondaire, elle va agir sur les conséquences. On va donc apprendre à gérer les conséquences. Alors, même si vous avez fait des choses au niveau primaire, vous n'êtes pas au niveau zéro, en fait. Vous n'êtes pas au risque zéro. C'est plutôt ça que je vais vous dire. Vous n'êtes pas au risque zéro. C'est comme en sécurité au travail, en fait. Ce n'est pas parce que vous avez de bonnes stratégies de prévention qu'on n'a pas d'accident qui arrive. Les salariés ont quand même en fait une exposition potentielle à des facteurs de risque, donc on va les aider à s'armer pour faire face aux risques. Donc par exemple, certaines professions sont confrontées à la souffrance, qu'elle soit physique, psychologique ou morale, et même à la mort en fait, et des actions de soutien comme des débriefings, de la supervision psychologique, des groupes de parole ou d'autres choses qui font partie de cette prévention secondaire. Il y a aussi d'autres petites actions que vous pouvez mettre en place, comme le fait de mettre des ateliers de sensibilisation sur la santé psychologique au travail, du coaching qui soit individuel ou collectif, des activités de développement aussi des habilités pour faire face aux difficultés, aux difficultés du travail. Ça peut aussi être des formations en gestion du stress. Et d'ailleurs, en vous parlant de stress, on va faire un petit exercice ensemble. Je vais vous demander maintenant, là, de réfléchir à une situation professionnelle ou personnelle qui vous stresse actuellement. Je vous laisse 3 secondes. Je pense que ça ne prend pas beaucoup de temps pour trouver une situation qui nous stresse. 3, 2, 1, voilà. Je pense que vous avez tous cette situation qui vous stresse en tête. Et maintenant, je vais faire un pari avec vous. Je fais le pari, en fait, que je sais d'où vient la source de votre stress. Alors, d'après moi, votre stress, il vient du fait que soit vous avez un contrôle faible, donc l'impression que vous n'avez pas du tout le contrôle en fait sur la situation qui vous a stressé, soit parce que c'était imprévisible, donc la situation que vous a stressé, elle n'était pas du tout prévue en fait, soit parce que c'était complètement nouveau, ou soit parce que c'était une menace à votre ego. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui va remettre en question votre personnalité, vos compétences, etc. Alors, je vous laisse le temps un peu de réfléchir à cette information-là, et en fait, ce que je viens de vous évoquer, ce sont les 4 caractéristiques du stress. Ces 4 caractéristiques du stress, elles ont été découvertes par Sonia Lupien et toute son équipe. En fait, Sonia Lupien, c'est une neuroscientifique canadienne qui travaille depuis de nombreuses années sur le stress. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, Sonia Lupien? Elle nous dit que les gens, ils savent reconnaître qu'ils sont stressés, mais ils ne savent pas pourquoi. On ne peut pas, et comme elle dit, en fait, on ne peut pas aller tuer la bête du stress si on ne sait pas d'où est-ce qu'il vient. Donc, il faut se demander, qu'est-ce qui, pour moi, en fait, est-ce que j'ai l'impression d'avoir le contrôle là-dessus? Est-ce que c'est imprévisible? Est-ce que c'est nouveau? Ou est-ce que c'est menaçant pour moi? Une fois que vous avez fait ça, que vous savez d'où vient votre stress, et à partir de là, vous devez aller, vous allez en fait trouver un plan A, B, C ou D pour pouvoir faire face à ce stress. Et juste
le fait de réfléchir OK, à un plan pour pouvoir faire face à ce stress, et ben, votre cerveau, il se dit: «Ah bah, OK, en fait, tu gères, donc je peux diminuer les hormones de stress que je suis en train de t'envoyer». Je vais vous donner un exemple. Heu, pour préparer ce webinaire, je vais vous avouer que j'ai été très stressée. Du coup, j'ai fait ce petit exercice-là et je me suis demandé: «OK, est-ce que je suis stressée parce que j'ai un contrôle faible?» Non, pas du tout en fait, parce que j'ai quand même le contrôle. Hein. On a préparé ce webinaire avec mes collègues, donc j'ai quand même le contrôle sur ce webinaire. Donc non, ça ne me stresse pas. Est-ce que c'est parce que c'était imprévisible? Pas du tout. Il y avait une date, je savais à quelle heure ça allait être. Aucune imprévisibilité. Est-ce que c'est parce que c'est nouveau? Ah ben oui, complètement. C'est complètement nouveau parce que j'ai jamais fait de webinaire jusqu'à maintenant. C'est mon premier webinaire que je vous présente. Est-ce que c'est une menace pour mon ego? Oui, c'est totalement une menace pour mon ego parce que je ne sais pas ce que vous allez penser de moi. Vous êtes peut-être que vous êtes en train de vous dire: «Oh là là, mais elle m'ennuie Camille» ou des choses comme ça. Donc c'est carrément une menace pour mon ego. Donc une fois que j'ai fait ça, je me suis dit: «OK, il faut que j'aille chercher un plan». Donc comme plan, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis «OK, c'est nouveau». Du coup, je vais aller m'entraîner sur la plateforme Zoom pour plus que ça soit nouveau, pour que je puisse quand même donner ce webinaire. Ensuite, c'est menaçant pour mon ego. Mais qu'est-ce que je suis partie faire? Je suis partie chercher le soutien de mes collègues. J'ai de la chance d'être dans une organisation qui est très bienveillante. Et du coup, j'ai pu leur dire, j'ai pu exprimer que j'étais stressée. Qu'est-ce que j'ai fait? J'en ai parlé, hein, que ce soit avec Roxane, Myriam et même Gérald, qui est le fondateur du groupe Conseil Perrier. Et puis ils étaient là et puis ils m'ont soutenu. Et ce qui fait que aujourd'hui, je peux être devant vous sans être hyper stressée et que je peux vous présenter en fait, ce webinaire. Donc voilà, si cet outil, en tout cas, vous pouvez l'utiliser, il est très utile. Ensuite, vous avez la prévention tertiaire. Donc, la prévention tertiaire, en fait, elle est axée sur les conséquences. Donc, elle prend en charge les salariés fragilisés. C'est là où on va mettre en place, en fait, du soutien psychologique, des mesures de protection, etc. Alors, j'ai noté sur la slide, doit déboucher à une réflexion. Alors oui, c'est un énorme conseil que je vous donne. Si vous avez un salarié, par exemple, qui est en épuisement professionnel et que vous le laissez en fait revenir dans les mêmes conditions, je vous assure, il va refaire un burn-out juste après ou il va en tout cas démissionner. Donc, ce que je vous conseille réellement de faire, c'est d'y réfléchir, en fait, de vous poser des questions. Pourquoi la personne, elle en est arrivée là? Est-ce qu'il y a d'autres collègues qui présentent les mêmes difficultés? Est-ce qu'il y a un lien entre ces difficultés et les conditions de travail? Et c'est vraiment important d'avoir cette réflexion. Autre chose que vous pouvez faire aussi, je vous ai noté en prévention tertiaire, donc prise en charge médicale, suivi des individus touchés et accompagnement au retour au travail qui est vraiment aussi important. En tout cas, le message que je veux vous faire passer aujourd'hui, c'est qu'il est possible d'agir sur les risques et que vous n'êtes pas seul pour le faire. Et on arrive bientôt à la fin, tiens, du webinaire. Et la dernière chose, en tout cas, que je voulais faire passer, c'est que pour qu'une démarche de prévention fonctionne, hein, le facteur clé de la réussite, c'est la pluridisciplinarité. À commencer, on a déjà vu un peu tout à l'heure, hein, par le soutien de la direction, mais pas que, ok, par le soutien de la direction qui est vraiment essentiel. C'est elle qui va impulser la dynamique, qui va mobiliser les acteurs concernés, qui va les doter de moyens adéquats et qui va s'assurer en fait de la continuité du processus. Ensuite, vous avez aussi les leaders opérationnels qui vont piloter la prévention. Vous pouvez aussi compter sur les professionnels de la santé et de la sécurité au travail qui vont pouvoir vous accompagner, en fait, répondre à toutes vos questions. Là, c'est un peu nous, en fait, vous conseiller. Et vous avez aussi, bien évidemment, le personnel que vous avez formé, avec qui vous avez communiqué et qui vont veiller à leur sécurité, mais aussi à celle des autres. Alors, on arrive à la fin du webinaire. J'espère que vous l'avez apprécié, en tout cas, que vous avez appris des choses. Et même si là, c'est juste une introduction, en fait, aux risques psychosociaux, mais en tout cas, j'espère que ça vous donnera l'envie d'aller dans la prévention, de vous assurer que vos managers, superviseurs, etc., intègrent cette prévention à leur leadership. Et bien sûr, nous, le groupe Conseil Perrier, on est là pour vous accompagner en ce sens, que ce soit dans la démarche de prévention, via des formations, des diagnostics ou encore du coaching. Et puis là, on va arriver à la phase de questions. Je vais aussi regarder si
hop, ce que vous avez mis dedans. Hop et là. Alors, comment est-ce que je vais essayer de retourner. N'hésitez pas hein, si vous avez des questions. Vous pouvez aussi lever la main si vous voulez ou écrire les questions directement ou lever la main. Et puis comme ça, je vais pouvoir vous donner la parole. Donc dites-moi, je vais regarder où est-ce sont les questions. Oh, merci pour vos commentaires, c'est très gentil. Alors, question. Hop. Alors, je suis en train de regarder, j'en trouve pas. Si vous n'avez pas de questions, ça va aussi, hein. C'est que j'ai répondu. Alors, tiens, j'ai une question. J'ai une question. Non, bravo. Non, j'ai une petite question. Est-ce possible d'éliminer complètement son stress? J'aime bien cette question. Est-ce qu'il est possible d'éliminer complètement son stress? Ah, par contre, je ne sais pas pourquoi, parce que c'est comme si c'était moi qui avais posé la question. C'est bizarre. Mais non, c'est pas moi qui ai posé la question. Je ne sais pas. Ok. Est-ce que c'est possible d'éliminer complètement son stress? Non. Et je vous assure, c'est quelque chose que vous n'aimeriez pas. Éliminer totalement votre stress. Hein. Votre stress, c'est ce qui fait que vous êtes vivant aujourd'hui. C'est ce qui fait que dès qu'il va arriver quelque chose où votre cerveau va détecter, oh, attention, danger, où vous allez combattre, où vous allez fuir. Ça va mobiliser toute l'énergie de votre corps, en fait, pour faire face à une situation qui est dangereuse. Donc, je vous assure, vous n'avez pas envie de ne plus être stressé. Je vais arrêter là parce que pour le stress, je vais pouvoir vous en parler, mais pendant des heures, parce que je suis passionnée par le stress et par tous les effets, tous les impacts que ça a sur notre santé. Mais en tout cas, je donne d'ailleurs un atelier sur le stress au mois de janvier. Donc, si ça vous intéresse, si vous voulez qu'on aille plus loin là-dessus, n'hésitez pas à nous le dire. Voilà, ce sera avec plaisir de vous donner cet atelier en tout cas. Et puis oui, non, je vous assure, vous n'avez pas envie de ne plus jamais être stressé. Ce qu'il faut faire, c'est de pouvoir trouver les moyens, en tout cas, pour faire que son stress, ça devienne un ami. Qu'est-ce que j'ai d'autre? C'est très clair. Ah, merci, c'est très gentil. C'est un excellent merci beaucoup. Je rajouterais que 1 euro investi sur la santé mentale, c'est 13 euros de ROI, donc de retour sur investissement. Oui, bien vu. Effectivement, 1 euro investi sur la santé mentale, c'est 13 euros de retour sur investissement. Alors, oui et non. En réalité, quand j'ai préparé ce webinaire, j'ai voulu vous mettre cette information-là que 1 euro investi en prévention, hein, c'est 13 euros de retour sur investissement. En réalité, je suis partie chercher cet article scientifique qui disait ça parce que le 13 euros de retour sur investissement, toutes les personnes, enfin en tout cas, alors je ne vais pas mettre toutes, excusez-moi, mais une grande majorité des personnes qui travaillent sur les risques psychosociaux et la qualité de vie au travail vous mettre ce 1 euro investi égale 13 euros en ROI. En réalité, non. Enfin, non, oui et non, parce que quand je suis partie chercher l'article scientifique, déjà, il n'y en a qu'un seul qui dit ça. Et en plus de ça, dans cet article-là, il y avait plusieurs facteurs qui faisaient que ça allait vous donner 13 euros de retour sur investissement. Des fois, il vous disait que ça allait vous donner 28 euros de retour sur investissement. Des fois, il vous disait que ça allait vous donner 8 euros de retour sur investissement. Bref, il y avait vraiment énormément de chiffres. Alors, je ne sais pas pourquoi ce 13 euros-là, c'est celui qu'on retrouve majoritairement, mais dans l'article scientifique source, ce n'est pas ce qui est dit. Il y a vraiment différents facteurs qui font que vous allez avoir un retour sur investissement ou de 13 euros ou de 8 euros ou même de 28 euros. Donc, faire attention à ce chiffre-là. Par contre, ce qui est vrai et ce que je retrouve à chaque fois, c'est que oui, investir en tout cas sur la santé mentale, ça a un réel retour sur investissement. Merci en tout cas de l'avoir mis en lumière. Merci beaucoup. Lors du sondage, est-ce que les coûts de prévention non, les coûts quand j'ai regardé dessus, alors pour le sondage, je suis partie récupérer en fait pour savoir la maladie la plus coûteuse. Alors en France, c'était la sécurité sociale et sur le Canada, je vais pouvoir vous retrouver la source où est-ce que je suis partie chercher les maladies les plus coûteuses, mais dessus, ils ne prenaient pas en compte la prévention. Je comprends mieux encore. Ah, c'est cool, merci. Plusieurs aspects abordés de manière. Eh ben, il n'y a pas.
Ah si, j'ai une autre question. Est-ce qu'il y a des risques psychosociaux spécifiques au télétravail? Effectivement, il y a des risques psychosociaux. Bah, alors je dirais pas spécifiques au télétravail, parce qu'en fait, c'est les mêmes risques psychosociaux qu'on retrouve en tout cas, dans le quand on n'est pas en télétravail, mais c'est juste que certains risques psychosociaux vont être comme plus exacerbés. Par exemple, certains vont vivre par exemple des risques psychosociaux. Vous savez, à un moment donné, j'avais évoqué le manque d'autonomie. Et ben certains, pendant le télétravail, je sais qu'au tout début, et j'ai lu des histoires comme ça, que certains managers étaient là et qui voulaient que la caméra soit constamment allumée toute la journée, avoir un rapport à chaque fois de ce que la personne allait faire presque minute par minute et aucune autonomie là-dedans. Donc oui, il y a des risques psychosociaux, en tout cas, qui sont encore plus exacerbés pendant le télétravail. Et moi, je vous dirais même que pendant cette période-là, le soutien social est vraiment super important. C'est ce qu'il y a même de plus important, en fait. C'est le soutien social. N'hésitez pas à aller poser des questions, voir comment sont vos collaborateurs, comment est-ce qu'ils se sentent. Et ça ne prend pas tant de temps que ça pour ceux qui vont dire non mais attends, j'ai pas le temps. Prenez ce temps-là, ça va vous faire du bien à vous, mais aussi à vos collaborateurs, ça je vous l'assure. Ben voilà. Et puis, merci Roxane. Roxane qui nous dit que vous pouvez aussi consulter 5 à 7 RH. Oui, 5 à 7 RH, c'est le podcast. C'est le podcast du groupe Perrier. Aidez-moi. Et dans ce podcast, vous allez pouvoir trouver plein de solutions aussi qu'on vous donne. Hein. On a parlé des risques psychosociaux, mais on parle aussi du harcèlement au travail. On a aussi des invités qui vont aussi vous donner leur expertise, hein, même sur la qualité de vie au travail. Donc, n'hésitez pas aussi à aller voir notre podcast. Vous allez pouvoir aussi trouver beaucoup de réponses. Voilà, en tout cas, merci beaucoup à tous d'avoir participé. N'hésitez pas à nous contacter. Et puis, vous avez toutes nos coordonnées, en tout cas, qui sont affichées. Et encore, merci à tous. Et puis, à très vite, en tout cas, j'espère.